vous présenter un peu ce projet de loi de bioéthique qui arrive presque à son terme. Alors, on est un peu dans l'incertitude en ce moment, on le verra au long de cette conférence, parce que le projet de loi fait des allers-retours entre l'Assemblée nationale, entre le Sénat, et puis bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais là, il doit passer normalement devant ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui est une sorte de regroupement d'éléments choisis entre les sénateurs et les députés. À ce jour, la composition de la commission mixte paritaire n'est pas établie, donc on ne sait pas tellement où est-ce qu'on va. Mais je vais essayer quand même de vous parler de ce projet de loi au regard de ce qui a été voté, ce qui n'a pas été approuvé par le Sénat, mais ce qui a été voté par le Sénat par la suite. Bref, essayer de dégager quelques éléments qui pourraient éventuellement être votés à la toute fin de ce processus législatif. Alors comme ça vous a été dit, la conférence des évêques de France a appelé les catholiques à prier, à jeûner les 4 derniers vendredis. Le dernier c'était le 5 février, donc pour ceux qui ont raté la date, bah, tant pis pour eux, mais rien ne les empêche de continuer, de recommencer. Hein. Ça porte toujours ses fruits. Donc ils ont appelé cela à cela avec un document qui s'appelle Pour que nos yeux s'ouvrent, en fait pour que nos yeux s'ouvrent sur les réalités de cette loi de bioéthique, puisque c'est, à mon avis, pour tout chrétien, un devoir fondamental que de se pencher sur cette question-là, tout simplement parce que cette loi de bioéthique touche à l'intégrité de la personne humaine, touche à l'intégrité même de la création, et comme elle touche à la créature du créateur, elle touche aussi à cette création à laquelle Dieu s'est lui-même abaissé dans l'incarnation. Voilà, on a dit qu'on ne parlerait pas de théologie, mais bon, c'est histoire de faire un petit peu apéro théo. Voilà. Donc c'est quand même pour un chrétien assez essentiel que de se pencher sur ces questions-là, parce que ça touche vraiment à l'intégrité de la création. C'est aussi essentiel pour au-delà du fait d'être chrétien et de se pencher sur ces questions-là, c'est aussi essentiel en tant que Français, tout simplement parce que le processus législatif qui a été utilisé pour mettre en œuvre ce projet de loi de bioéthique, je dis projet de loi parce que la loi n'est pas encore définitivement votée, eh bien ce projet de loi est par certains côtés, si je dis despotique, je vais me faire taper sur les doigts, mais au moins a été un petit peu bâclé, et c'est ce que nous verrons d'abord dans un premier temps, de voir que ce processus a été en quelque sorte contraire aux libertés humaines, à notre citoyenneté, bafouant un petit peu ce qu'on appelle l'état de droit, et puis bon, nous aborderons dans un second temps le contenu même de ce projet de loi. Alors, avant que de rentrer dans ces deux parties, il me semble assez essentiel de rappeler comment fonctionne la bioéthique en France, puisque c'est une discipline qui est extrêmement complexe, parce qu'elle est pluridisciplinaire. Évidemment, il y a des juristes, il y a des médecins, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des biologistes, des chimistes qui se côtoient en fait pour traiter ces questions-là, parce qu'elle intéresse en fait toutes ces disciplines-là, mais aussi parce qu'elle est aussi complexe cette discipline, parce qu'elle touche à des thématiques très variées, qui vont de l'avortement à l'euthanasie, en passant par la PMA ou l'AMP, hein, l'assistance médicale à la procréation, la GPA, la recherche embryonnaire, etc. Donc c'est vraiment une discipline qui est très complexe. Et cette discipline, elle a été établie en France, elle s'est matérialisée pour la première fois en 1994 avec 3 lois. Donc, je vous épargne les dates et les détails techniques, mais il faut savoir que ces 3 lois de 1994, qui sont les premières lois dites de bioéthique, ont été établies après un long processus de réflexion, qui est un processus qui a suivi les avancées techniques. Je pense notamment au premier bébé éprouvette, qui est né en 1982, certains peut-être parmi vous s'en rappellent, qui s'appelait Amandine. Il y a eu aussi le clonage animal par séparation d'embryons en 1984. Et puis quelques mois après les lois de 1994, il y a eu la fameuse brebis Dolly, qui a été clonée en 1996. Bon. Alors pourquoi on en est arrivé à créer ces lois de bioéthique? Tout simplement parce que François Mitterrand, lors de son élection en 1981, voulait que, en 1989, pour le bicentenaire
de la Révolution française, on puisse fêter ce bicentenaire en rappelant une sorte de quelque chose qui est très français, hein, cocorico, bonjour, on a la science infuse, on est français, qui était cette idée que on a un modèle universel à proposer. C'était déjà l'idée avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. François Mitterrand voulait qu'on propose un modèle de loi de bioéthique qui, en fait, aurait été universaliste, universel, et sur lequel les autres pays auraient pu appuyer leur législation. Alors 1989, vous voyez qu'il n'y a pas eu de loi de bioéthique en 89, puisque je vous ai dit que c'était 1994, ce qui fait qu'entre 80 et 94, il y a quand même un certain paquet d'années, tout simplement parce que la bioéthique nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de temps. Et ça va être un des éléments essentiels de cette conférence, c'est la temporalité. C'est le temps qui est nécessaire à la réflexion, à la vertu de prudence aussi, quand on parle des questions de bioéthique. Alors, le modèle donc, de bioéthique en France, il est assez spécifique, il est même très particulier. C'est, on va dire, le seul modèle dans le monde qui regroupe toutes les dimensions de la bioéthique dans un cadre législatif. Alors, il y a, c'est vrai, un autre modèle qui est le modèle international à travers une convention qui s'appelle la convention d'Oviedo, qui a été signée en 1997, qui reprend en partie le modèle français. Alors certains disent, ah oui, mais il y a la convention d'Oviedo, il y a la convention d'Oviedo, si ce n'est que ce n'est pas véritablement un instrument contraignant, tout simplement parce qu'il y a très peu de pays qui l'ont ratifié, des pays assez tous les pays sont importants, mais les pays qui ont une notoriété assez conséquente et un poids international conséquent ne l'ont pas ratifié. La Belgique, l'Autriche, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, la Russie, le Royaume-Uni, l'Australie, les USA, le Japon, le Canada, tout cela ne sont pas des signataires de la Convention d'Oviedo. Et la France même a ratifié la Convention, certes, mais n'a pas ratifié les protocoles additionnels de cette Convention. Donc, bon, cette petite parenthèse internationale montre qu'au final, il n'y a pas véritablement de modèle de bioéthique dans le monde, si ce n'est le modèle français, qui est un modèle qui s'appuie sur ce que l'on appelle chez les juristes la tradition romano-germanique. Alors c'est un terme un petit peu pompeux, pardon, mais qui repose sur une tripartition qui s'établit sur les personnes, les choses et les actions. Et cette tripartition dans le droit, elle est assez importante, on y reviendra par la suite, parce qu'on va voir que dans ce projet de loi de bioéthique, il y a une confusion dans cette tripartition entre choses et personnes, et c'est assez dramatique à mon avis. Alors, dans ces lois de 1994, était programmé tous les 5 ans un réexamen de la loi, mais la complexité des questions qui étaient traitées dans ces lois de bioéthique fait que le réexamen n'a pas eu lieu en 1999 et que les lois subséquentes, celles après 1994, n'ont été votées qu'en 2004. Donc vous voyez qu'au lieu d'un réexamen en 5 ans, il a fallu 10 années pour réfléchir à réexaminer les lois de 1994. Donc là, la temporalité est assez importante. On se dit, 2004, ça va donner 2009. Ah non, raté, ça va donner 2011. Donc là encore, un temps supplémentaire pour de nouvelles lois de bioéthique. Et on a, donc dans cette idée de réexamen régulier, on a considéré que ce réexamen était un moyen de considérer régulièrement les avancées scientifiques, parfois le recul même en fait des sciences et d'adapter le droit, d'adapter le modèle législatif à ces avancées scientifiques ou à ces reculs scientifiques afin d'autoriser certaines choses ou éventuellement de les limiter, hein, choses qui ont, enfin nombreuses limites ont été imposées en 1994 et ont continué dans les lois qui ont suivi. Donc, ce n'est pas nécessairement que pour autoriser des avancées techniques, mais c'est aussi pour les orienter, les guider, les limiter, les supprimer, bref, faire le travail que le droit doit faire pour l'ensemble de la société. Donc, cette possibilité de réexamen, c'est un moyen, par vertu de prudence,
d'observer les répercussions des autorisations ou des interdictions qui sont prévues par les précédentes lois, afin soit de les restreindre, soit de les augmenter, bref, de faire bouger le curseur sur les limites et les autorisations préalablement établies dans les lois qui ont précédé. Or, autant il y avait une idée de continuité entre les lois de 1994, 2004, 2011, autant cette idée de continuité, elle est totalement absente avec le projet de loi actuel, qui a commencé en 2019, tout simplement parce que le législateur et le politique n'ont pas envisagé, si vous voulez, ce projet de loi comme une continuité, mais comme une révolution, c'est-à-dire comme une nécessaire avancée au regard des sciences et de l'avancée, une avancée législative, pardon, au regard des sciences et de l'avancée scientifique. Donc, si vous voulez, l'évolution, c'était la continuité, alors qui n'était pas nécessairement bonne, hein, d'accord, mais qui était au moins plus acceptable, plus accessible, potentiellement plus contestable, parce qu'on avait la possibilité de la contester. Autant là, il n'y a plus une évolution, mais il y a une véritable révolution, parce que c'est une rupture par rapport au modèle des lois de 94, 2004 et 2011. Alors, en quoi, et ça sera la problématique de cette conférence, en quoi ce processus nouveau, ce projet de loi de bioéthique est-il une rupture, une révolution par rapport au système ancien? Eh bien, le premier élément qu'il nous faut noter, c'est que le processus législatif est un processus qui a été extrêmement accéléré par rapport à toutes les autres révisions des lois que l'on a pu réaliser. Ce processus donc est un processus extrêmement accéléré et même, je dirais, précipité. Il n'y a qu'à voir les membres du gouvernement qui ont marqué régulièrement leur impatience face à ce qu'ils considéraient comme étant une lenteur. Voilà, donc plutôt que de prendre le temps de la maturation, de la menducation, de la prudence, il fallait vraiment que les choses aillent vite, que les choses aillent en s'accélérant. Je vous cite uniquement Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui le 13 janvier 2021 s'exprimait ainsi: vivement que ce texte puisse être adopté de façon définitive avant l'été. Bref, on se fixe des dates pour adopter des choses qui, au final, ne devraient pas avoir de temporalité parce que ça touche véritablement à l'essence de la personne humaine. Mais si le politique a montré son impatience, c'est aussi les institutions qui ont montré leur impatience, notamment d'un point de vue législatif, parce que le processus, comme je vous le disais, s'est considérablement accéléré, et ce, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. Alors, on aurait pu penser qu'il y allait avoir un ralentissement pour mûrir ces réflexions. Eh bien, pas du tout. Et je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer à quel point on a oublié de penser en fait, ces questions de bioéthique, de penser même le rapport à l'homme, tout simplement parce que tout a été accéléré. Par exemple, les états généraux de la bioéthique, qui sont un moment de réflexion citoyenne où tous les citoyens ont la possibilité de participer et qui est quelque chose qui est obligatoire hein, dans le cadre des lois de bioéthique. Et bien, ces états généraux, en 2008, donc ceux qui ont été tenus en 2008, ils ont duré 9 mois. Ceux qui ont été tenus en 2019, ils ont duré 3 mois. Voilà. Donc vous avez une réduction par 3 du temps de participation démocratique à ce système, à ce projet de loi de bioéthique. Vous voyez que le temps est quand même beaucoup plus restreint entre 2019 et 2008. Un autre exemple, c'est celui d'une mission parlementaire d'information qui donc regroupait des parlementaires sur les questions de bioéthique. Le rapporteur était Jean-Louis Touraine, on aura l'occasion d'en parler peut-être d'autres fois au long de cette conférence, de ce personnage, qui vient d'ailleurs de déposer il y a quelques jours un projet de loi visant à autoriser l'euthanasie, et jamais loin de ce genre de proposition de loi, ce monsieur Touraine. Alors cette mission d'information parlementaire, elle a été installée assez précipitamment en juillet 2019, avec pour mission de rendre son rapport, donc le rapport de fin de ses travaux, en septembre 2019. Alors,
évidemment, tout le monde le sait, les parlementaires en juillet et en août travaillent de manière acharnée. Donc, installer une commission en juillet pour rendre des rapports en septembre, c'était particulièrement malin. On voit bien que évidemment, les travaux n'ont pas été particulièrement aboutis, ou du moins ont-ils été tronqués, ou peut-être étaient-ils déjà préparés, mais ça, c'est une autre question. Un autre exemple, c'est le suivant. Le gouvernement adopte le projet de loi le 24 juillet 2019 et il renvoie ce projet à l'examen d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale la semaine suivante, c'est-à-dire la première semaine d'août, avec pour mission évidemment de travailler au mois d'août. Et comme vous le savez tous, nos députés travaillent de manière assidue pendant le mois d'août. Bien évidemment, le travail n'a pas commencé pendant le mois d'août, il a commencé le 24 août, voilà, parce qu'il fallait attendre le temps des vacances. Le travail a commencé le 24 août, avec un des rapporteurs qui n'était autre que M. Jean-Louis Touraine. Et cette commission spéciale, donc, a auditionné dans un rythme mais effréné tout un tas d'experts pendant 15 jours. Donc peut-être que certains d'entre vous ont regardé sur Internet, puisque tout était retransmis en direct, cette commission, enfin les travaux de cette commission spéciale. Le 24 août, vous ne faisiez peut-être pas cela. Moi, j'ai regardé quelques vidéos quand même. Je ne vais pas dire que c'était du travail bâclé, mais c'était du travail qui était au moins très accéléré et extrêmement pressé, alors que la thématique c'est pas une réforme fiscale, si vous voulez. C'est pas une réforme pour savoir s'il faut rouler à 90 ou à 80 sur les routes de Mayenne. Pas du tout. C'est quand même une réforme qui touche à la personne humaine. Donc c'est 15 jours pour travailler dessus. C'est un peu court. D'autant plus que, au-delà des 32 articles de ce projet de loi, sur lesquels la commission spéciale a dû travailler pendant ces 15 jours, vous dites, bon allez, 32 articles en 15 jours, en travaillant un petit peu rapidement, en étant efficace, en étant productif, comme on dit aujourd'hui dans le monde contemporain, eh bien, on peut y arriver. Bon, si ce n'est qu'au-delà des 32 articles, il y avait aussi 2000 amendements à étudier. Donc 32 articles et 2000 amendements en 15 jours, c'est un peu court, et c'est une preuve de cette accélération un peu irréfléchie de ce projet de loi, accélération qui, au final, n'est même pas raisonnée, n'est même pas justifiée, si vous voulez. On n'a jamais, le politique ou le législateur n'a jamais expliqué les raisons d'une telle accélération. Alors ce projet a été ensuite présenté en séance à l'Assemblée nationale, avec pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale concernant les lois de bioéthique, l'établissement de ce que l'on appelle un temps législatif programmé. Un temps législatif programmé, c'est une possibilité qu'a le Parlement de limiter le temps d'étude d'un projet de loi pour le voter le plus vite possible. Et on a établi un temps législatif programmé à 50 heures. Voilà, 50 heures. Pour quelle raison? Là, aucune raison n'a été donnée, aucun argument n'a été mentionné. La seule chose que l'on sait, c'est qu'au bout des 50% du temps qui était limité à 50 heures, donc au bout de 25 heures, eh bien, on avait terminé les débats concernant l'article 1er. Voilà, donc il restait 50% du temps pour étudier les 31 autres articles et tous les amendements que je vous ai évoqués. On peut parler de falsification de la réflexion, ça ne me choque pas, et je pense que ça ne choquera personne de concevoir que la réflexion nécessite du temps, et que en 50 heures, on ne peut pas bouleverser entièrement notre approche de l'humanité, voire même de la création, puisque on le verra par la suite, ça touche, les lois de bioéthique touchent au-delà de l'humanité, qui est quand même la chose la plus essentielle, touche aussi aux questions animales. Alors, le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale le 15 octobre, et les auditions ont débuté au Sénat en décembre 2019. Dans l'idée du politique et du Parlement, le Sénat devait voter le projet de loi le 21 janvier 2020, mais le climat de décembre et de janvier n'était pas propice à cela. Il y avait des grèves multiples, il y avait des revendications sociales, des gilets jaunes, il y avait des inquiétudes aussi naissantes relatives au Covid-19, et donc on a un peu repoussé
cette lecture et ce vote. Mais déjà, ce que l'on peut observer, c'est que sous François Mitterrand, les lois de bioéthique ont été réfléchies entre 1980-1982 et 1994, soit plus de 12 années. Sous la présidence actuelle, il aura fallu une année de réflexion pour envisager une réforme extrêmement importante, une modification, une rupture même très importante. Donc vous voyez que la temporalité joue énormément et est vraiment différente en fait entre ce premier temps des lois de bioéthique et le temps actuel concernant la réforme. Alors on aurait pu penser que la crise sanitaire allait être, par le ralentissement de la vie qu'elle a provoqué, hein, on s'en rend tous compte tous les jours, ça allait être un moyen de calmer un peu cette précipitation législative. Eh bien, pas du tout. Le 16 juin 2020, on sort à peine de la première crise du confinement et le gouvernement publie immédiatement, sans raison, un décret pour convoquer une session extraordinaire du Parlement pour que le Parlement continue d'examiner le projet de loi. Et le 1er juillet 2020, cette commission, cette session extraordinaire est tenue, alors que les sondages, alors je sais qu'on peut tout faire dire aux sondages et que parfois il ne faut pas s'y fier, mais un sondage IFOP du 15 juin, donc la veille de la publication du décret, soulignait que les Français refusaient, en grande majorité, à 71%, refusaient le retour du projet de loi de bioéthique en urgence, en considérant que ça n'avait rien à faire à ce moment-là, et que les choses les plus importantes étaient, par exemple, la sauvegarde de l'emploi, 42% des Français sondés, 41% le pouvoir d'achat, 37% le système de santé, puis la sécurité à 23%, etc., l'environnement, l'éducation, je vous passe les pourcentages, bref, on descend de 42 à 23, 17, 16, 1%. 1%, c'est le projet de loi de bioéthique. Bref, on s'étonne de cet empressement du politique à accélérer en fait ce projet de loi. Le lendemain donc, de la publication de ce décret, la commission spéciale de l'Assemblée nationale se réunit une nouvelle fois et de manière assez arbitraire, là aussi les questions de délégation de pouvoir du peuple sont peut-être à questionner, bon ça sera l'objet d'autres réflexions, hein, mais sans aucune délégation de pouvoir particulière, de manière assez arbitraire, cette commission spéciale est allée bien au-delà du législateur, en intégrant dans le texte de loi qu'elle a souhaité faire voter plusieurs éléments, comme notamment la technique de la ROPA, on en parlera après parce que c'est assez important à savoir, la technique de la ROPA, mais aussi en supprimant un article qui était le premier article du texte de loi, l'article 1er A, qui avait été introduit par le Sénat en première lecture, qui était l'article suivant, il est très important, c'est nul n'a de droit à l'enfant, c'est-à-dire que quand on a droit à quelque chose, bien je viens de vous le dire, on a droit à une chose, d'accord? On a le droit à, je sais pas, à des jouets quand on est un enfant, on a le droit à son salaire quand on travaille, on a le droit à une chose. Or, les députés n'entendaient pas cela de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'on avait droit à un enfant, ce qui entraînait évidemment la création des enfants, la fabrication même des enfants en tant que chose auxquelles un homme pourrait avoir droit. D'où la confusion entre personne et chose dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais de la tripartition selon Gaius. Le Sénat a souhaité introduire cet article 1er A, nul n'a de droit à l'enfant. En seconde lecture, les députés ont supprimé cet article, à nouveau. Assez extraordinaire de voir à quel point les députés ont une optique assez matérialiste finalement et même chosifiante en fait de l'enfant, alors que les sénateurs essayent de mettre quelques barrières, quelques freins à cela. Heureusement, en deuxième lecture, vous le savez peut-être, le 3 février, le Sénat a rendu le texte de sa seconde lecture, et en seconde lecture, le Sénat réintroduit cet article 1er A qui dispose que nul n'a de droit à l'enfant. Alors, est-ce qu'en commission mixte paritaire, on retrouvera cet article-là? Je l'espère, mais
on verra, c'est pas sûr. Je veux dire, on est encore un peu dans le flou. Mais en tout cas, à mon avis, il faut se battre pour que un enfant reste une personne et non pas une chose, euh, parce que le terme, le fait qu'on ait potentiellement droit à un enfant, fait qu'on va chosifier l'enfant et ça me paraît humainement assez dramatique. Alors, je vous ai dit qu'on avait parlé de la ROPA parce que c'était assez important de savoir ce que c'était. Alors, c'est une technique qui consiste chez un couple de femmes à prélever les ovocytes de l'une pour concevoir un enfant par fécondation in vitro et avec un don anonyme de sperme hein, et à introduire, à inséminer en fait l'ovocyte fécondé dans l'autre femme. Alors, pourquoi cette technique existe-t-elle et pourquoi les députés ont souhaité l'intégrer au projet de loi. Eh bien, d'une part, pour faire en sorte qu'il y ait une confusion entre les deux femmes du couple, c'est-à-dire que l'une et l'autre peuvent être reconnues comme mères, l'une ayant donné ses gamètes, l'autre ayant porté l'enfant. Voilà. Donc c'est une sorte de détournement technique de la nature. Et d'autre part, pour introduire de manière un petit peu fallacieuse la GPA, parce que, eh bien, il s'agit tout simplement de la transplantation d'un embryon dans le ventre d'une autre femme qui a donné ses ovocytes, et la technique de la GPA n'est rien d'autre que cela. Voilà. Donc c'est une sorte de GPA déguisée. Alors, la ROPA a été balayée du projet de loi pour l'instant. Normalement, elle ne devrait pas revenir dans la commission mixte paritaire, mais ça permet d'anticiper d'éventuelles propositions de loi à venir sur cette technique-là qui remet quand même pas mal de choses en cause concernant la vie humaine. Alors une autre chose réalisée dans le dos des députés et des sénateurs par cette commission spéciale hein, de juillet 2020, c'est le remboursement de la PMA sans motif médical. Alors que ça avait été jugé contraire aux missions de l'assurance maladie, parce que, comme son nom l'indique, l'assurance maladie est censée pallier les maladies, mais la commission spéciale était passée outre le droit une nouvelle fois en considérant que, au final, la PMA, même si ça ne touchait pas à la maladie d'une personne, eh bien, devait être remboursée par l'assurance maladie. Autre élément rétabli par la commission spéciale, alors que ça avait été balayé par le Sénat en première lecture, c'est l'autoconservation ovocytaire, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de conserver elle-même ses ovocytes, histoire de remettre à plus tard son projet de maternité. Et cette congélation d'ovocytes, cette autoconservation d'ovocytes, eh bien, elle ne s'analyse finalement que d'un point de vue libéral et d'un point de vue économique, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de remettre à plus tard sa grossesse pour, au final, faire une carrière. Alors, certains vont dire, ah oui, mais au final, si c'est la femme qui le veut, très bien, mais on imagine parfaitement des entreprises, des directeurs d'entreprises, des supérieurs hiérarchiques, faire pression sur les femmes pour leur dire de remettre à plus tard leur maternité, pour que cela n'entrave pas leur travail, leur productivité, leur efficacité. Voilà, bref, c'est une sorte de totalitarisme en marche, puisque l'humain disparaît face au profit. Voilà, un totalitarisme qui au final nie l'humanité. Je vous conseille pour cela de relire, de lire les ouvrages d'Hannah Arendt sur la question, ou même de Simone Veil, avec un W, s'il vous plaît. Ça donne des pistes de réflexion sur notre société contemporaine. Alors, ce projet de loi proposé à nouveau par la commission spéciale sont les modalités qu'on a évoquées, est passé devant l'Assemblée nationale le 1er août 2020, et presque toutes les modifications ont été acceptées, sauf la ROPA, je vous l'ai dit, que ça avait été supprimé, la PMA post-mortem, donc la possibilité de faire une PMA avec des gamètes d'une personne décédée, et la commercialisation des gamètes et la PMA pour les hommes transgenres. Alors la PMA post-mortem, on en reparlera après, parce que c'est ça qui a provoqué un petit remous au Sénat le 3 février dernier. Pour tout le reste, eh bien, les députés ont accepté les articles tels quels, c'est-à-dire la PMA sans père, le remboursement de la PMA par la sécurité sociale, la manipulation des embryons et l'autorisation des embryons chimériques, c'est-à-dire la création d'embryons en mêlant le patrimoine génétique d'un être humain et le patrimoine génétique d'un animal. On va faire des
des hommes cochons, hein, ça existe déjà, il faut le savoir. Voilà, des hommes cochons, des hommes chiens, enfin, faites ce que vous voulez. Euh, L'affiliation fictive et l'autorisation de l'IMG, donc de l'interruption médicale de grossesse, jusqu'au 9e mois, c'est-à-dire que la femme est enceinte jusqu'à 9 mois et au son 9e mois de grossesse, à 1 heure de l'accouchement, peu importe, vous pouvez pratiquer l'interruption médicale de grossesse. Ça c'est déjà le cas, mais la possibilité dans ce projet de loi était de l'ouvrir au cas de détresse psychosociale, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, cette IMG pour cause de détresse psychosociale, ça a été balayé par le Sénat, mais quand l'amendement a été déposé par une députée socialiste qui s'appelle Marie-Noëlle Battistel, qui m'en dit porte mal son prénom, Marie-Noëlle. Marie-Noëlle Battistel a déposé ce projet de loi et a dit que même si le Sénat retoquait cet amendement, déposé cet amendement, même si le Sénat a retoqué cet amendement, elle a déclaré « Nous veillerons à le faire revoter par l'Assemblée ». Sous-entendu que derrière, en fait, le système législatif, le système des institutions françaises, il est au final totalement bafoué parce que seul le projet porté par certains députés a vocation à advenir. Voilà. Et en l'occurrence, là, ça porte sur l'IMG pour cause de détresse psychosociale. Le 3 février, donc il y a quelques jours à peine, le Sénat nous a à moitié rassurés. À moitié rassurés. Il a supprimé l'autoconservation des ovocytes. Nous sommes sauvés, on aura nos congélateurs un peu plus vides. Il a supprimé la recherche sur les embryons chimériques, mais pas toute la recherche sur les embryons, comme on va le voir, et encore, ce n'est pas terminé. Et il a supprimé, chose curieuse, puisque c'était l'article 1er, pas l'article 1er A, hein, par l'article nul n'a le droit à l'enfant, mais l'article 1er, il a supprimé la PMA dite pour toutes et supprimé le remboursement de la PMA par la sécurité sociale. Alors pourquoi je dis qu'il nous faut être à moitié rassurés? Moi je ne suis pas du tout, hein, mais on va être plein d'espérance et on va se dire qu'il faut être au moins à moitié rassuré. Eh bien pour deux raisons. Tout simplement parce que la première raison, c'est que le texte n'est pas voté au regard de la dernière proposition faite par le Sénat, au regard du texte voté en seconde lecture par le Sénat. Je vous l'ai dit, ça passe devant une commission mixte paritaire, et cette commission mixte paritaire, elle doit transiger, elle doit voilà, apporter une sorte de, je ne vais pas dire de mesure, c'est pas nécessairement mesuré, mais voilà, une sorte de médiation entre le projet voté par les députés et le projet voté par les sénateurs. Donc il y a nécessairement des éléments qui ont été votés par les députés qui vont se retrouver dans le texte de loi. À savoir lesquels, il y a de fortes chances que ce soit la PMA, les embryons chimériques, pourquoi pas, on ne sait pas. La suppression de l'article 1A, nul n'a de droit à l'enfant, pourquoi pas. Il y a trop d'incertitudes actuellement, mais les grandes lignes risquent quand même de se retrouver dans le texte final. La deuxième raison qui fait qu'on doit être qu'à moitié rassuré, c'est que le Sénat n'a pas voté la suppression de la PMA pour toutes, contre l'idée de cette PMA pour toutes, pour les couples de femmes et les femmes seules, mais uniquement parce que les sénateurs de droite se sont retrouvés coincés. Il y a une sorte d'imbroglio au Sénat, vous avez peut-être suivi l'affaire. Les sénateurs de gauche ont déposé réintroduit en fait dans la seconde lecture un amendement qui visait à autoriser la PMA post-mortem, alors que cette possibilité avait été supprimée préalablement. Donc ils l'ont réintroduit un petit peu sournoisement, ça a été voté sans qu'on sache trop ce qui se passe, et comme les sénateurs de droite ne voulaient absolument pas que la PMA post-mortem soit votée, ils ont été obligés de voter contre la PMA dans son ensemble pour que la PMA post-mortem soit refusée. Donc si vous voulez, c'est dos au mur et sans aucune conviction que le Sénat a supprimé la PMA, c'était uniquement pour que ne soit pas acceptée la PMA post-mortem. Voilà pour les raisons pour lesquelles on peut être, à mon avis, qu'à moitié rassuré. Alors, concernant les propositions et le fond du texte, on peut noter qu'il y a 3 principes fondamentaux qui peuvent être atteints par un texte qui serait voté en conformité avec les volontés des députés. Le premier principe, c'est l'intégrité de l'espèce humaine. Le second principe, c'est le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Et le troisième principe, c'est la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont des principes qui sont des principes qui découlent du droit naturel. Alors, il aurait fallu faire un cours de philosophie de la loi et de philosophie du droit avant de faire cette conférence, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc Grégoire, on verra ça. euh, mais donc, ce sont des principes qui évidemment découlent du droit naturel, mais qui sont aussi des principes établis par notre législation, par notre code civil, par les lois de 1994, et qu'on retrouve aux articles 16 et suivants de notre code civil. Je ne rentrerai pas dans les détails, puisque évidemment ça n'intéresse pas grand monde, à part les juristes, enfin dans les détails techniques. Alors, le premier principe, donc la préservation de l'intégrité de l'espèce humaine, eh bien, il risque d'être mis à mal, tout simplement parce qu'on cherche à casser la constitution génétique de l'être humain. Tout d'abord en permettant ce qu'on appelle la neurostimulation, c'est-à-dire l'inclusion de neurotechnologies dans le cerveau afin de favoriser les performances de ce dernier. Et là, on va jouer sur l'ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit de réparation? Est-ce qu'on est dans le soin? Ou est-ce qu'on est dans l'amélioration, dans voilà, dans le dépassement de l'homme? Est-ce qu'on est dans, au final, ce qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui? La deuxième chose, vous trouvez ça à l'article 13 du projet de loi pour ceux qui veulent aller fouiller sur le texte en cours d'élaboration. Oui, concernant juste un point concernant ces neurotechnologies et cette neurostimulation, c'est que préalablement, on était sur un régime d'autorisation, alors que là, on va passer sur un régime permissif. Vous le verrez à la lecture de l'article 13. Bon. La seconde chose, vous le trouvez à l'article 17 de ce projet de loi, qui, pour l'heure, je dis bien pour l'heure, a été refusé par le Sénat, parce qu'on verra ce que donnent les travaux de la commission mixte paritaire et le texte proposé par la commission mixte paritaire, c'est la possibilité de créer des chimères, c'est-à-dire des êtres issus d'un mélange entre deux patrimoines génétiques, le patrimoine génétique de l'homme et le patrimoine génétique de l'animal. Alors, il est rappelé dans le projet de loi, je le cite, que la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces est interdite, certes, mais la modification d'embryons d'autres espèces par l'adjonction de cellules provenant de l'espèce humaine, cette fois-ci, elle, est autorisée. Or, le patrimoine humain, disent certains, ne serait pas directement touché parce qu'on va prendre du patrimoine humain génétique pour l'intégrer à un animal, mais on ne va pas prendre du patrimoine génétique de l'animal pour l'intégrer à un être humain. Il n'empêche que c'est les plus crédules, si vous voulez, qui affirment ça, parce que il n'empêche que c'est dans tous les cas un détournement du patrimoine génétique humain pour l'adjoindre à un patrimoine génétique animal. Et malheureusement, si l'article a été rejeté par le Sénat, comme je vous l'ai dit, eh bien, les juristes, les médecins, les biologistes craignent quand même de manière assez conséquente que cet article, cette possibilité soit réintroduite dans le texte de loi final et qu'on franchisse ce que l'on appelle en bioéthique la limite interespèce, voilà, qui scinde bien l'espèce entre celle animale et celle humaine. Et je tombais aujourd'hui sur un article où il y avait cette phrase qui marque bien cette question de la modification du patrimoine génétique humain par adjonction de ce patrimoine à un patrimoine génétique animal. Je vous cite cette phrase: « Il n'y a pas de modification d'animaux non humains qui ne modifie pas simultanément les humains eux-mêmes. » C'est-à-dire que même la nature humaine est modifiée par cette modification de la nature animale, par cette modification de la création, ce compris les animaux. Donc ça, c'était le premier principe modifié par deux éléments. Le second principe, c'est-à-dire le respect de l'intégrité de l'être humain dès le commencement de sa vie, eh bien, il serait mis à mal par l'autorisation de recherche sur les embryons. Alors, il y a eu, en 1994, une interdiction de recherche sur les embryons humains. Les lois de 1994 affirmaient cette interdiction. En 2013, en dehors de toute modification des lois de bioéthique, eh bien, on a autorisé
la recherche sur les embryons, la recherche embryonnaire, mais en soumettant cette recherche embryonnaire à une autorisation préalable. Donc on est sur un régime, un régime permissif, un régime en fait, d'autorisation accordée par les structures étatiques. Avec le projet de loi de bioéthique, eh bien, il ne s'agirait pas d'avoir une autorisation préalable, mais uniquement de déclarer préalablement ces recherches sur les embryons. C'est-à-dire qu'on passe d'un régime de contrôle à un régime totalement permissif, à un régime uniquement déclaratif. Je vous cite le texte de ce projet de loi. Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été voté en revanche en seconde lecture par le Sénat, donc c'est acté, on trouvera ça par la suite. C'est un peu comme le système des manifestations entre le système d'autorisation et le système de déclaration, tout simplement. Le troisième principe général, qui va au-delà de la bioéthique cette fois-ci, parce qu'il est à mon avis anthropologique, il touche même à l'anthropologie chrétienne évidemment, mais à toute la dimension anthropologique de l'être humain, eh bien ce troisième principe, qui serait évincé par l'article 1er actuellement refusé par le Sénat, mais qui risque d'arriver en commission mixte paritaire, c'est l'AMP, la PMA pour toutes, ou pour tout couple de femmes et pour femmes seules, comme cela est exposé, tout simplement parce que on va voir que l'intérêt supérieur de l'enfant est mis à mal par cette AMP. Alors, à ce jour, pour pouvoir bénéficier d'une AMP ou d'une PMA, c'est la même chose, il faut être en couple et que le couple soit un couple hétérosexuel et que ce couple hétérosexuel soit atteint d'une maladie, d'une infertilité qui rend impossible le fait d'avoir des enfants. Bon, c'est déjà moralement une question à se poser, c'est déjà un problème éthique, mais la disposition du projet de loi, c'est la disposition de l'AMP dite pour toutes, donc concernant les couples de femmes seules et les couples de femmes et les femmes seules, c'est une proposition qui a été évidemment portée et soutenue par, encore une fois, Jean-Louis Touraine, qui souhaite, je le cite, un droit à la procréation sans sexe. Voilà, c'est quand même assez fort comme terme, la procréation sans sexe, et un droit à la procréation pour tous. Alors certains considèrent qu'il y a une discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, puisque les uns peuvent avoir des enfants et les autres ne peuvent pas avoir des enfants. Or, eh bien, il y a quelque chose, à mon avis, essentiel à rappeler ici, c'est qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre couples hétérosexuels et couples homosexuels, tout simplement parce que les situations sont différentes, que la discrimination ne peut se faire qu'à situation égale. C'est ce qui a été rappelé, c'est ce qu'on peut rappeler de manière philosophique, de manière assez rationnelle, mais ça a été aussi rappelé par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, et même par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a bien souligné le fait qu'à situations différentes, les régimes juridiques pouvaient être différents. Donc la question de l'absence d'égalité, si vous voulez, elle ne tient pas la route en soi. Alors, pourquoi l'intérêt supérieur de l'enfant, principe fondamental, pourrait-il être négligé par cette PMA pour toutes? Eh bien, il faut rappeler ici plusieurs éléments, ce sera le dernier point de cette conférence. Il me reste 7 minutes, mais je déborderai peut-être un peu. Voilà. La question de la temporalité, finalement, est assez importante, donc ne regardez pas vos montres, s'il vous plaît, même si certains sont déjà en train de s'ennuyer. Alors, plusieurs éléments à rappeler donc, concernant cette question de la filiation et cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cadre d'une adoption, on procède à ce qu'on appelle une filiation élective, c'est-à-dire qu'on va établir une filiation qui est choisie, qui est considérée comme une filiation réparatrice. Pardon. Comme une filiation réparatrice. Dans le cadre d'un enfantement, de manière assez classique, pour ceux et celles qui ont déjà
assister à accoucher déjà aussi, oui, mais assister aussi à un accouchement, eh bien, il s'agit d'une filiation charnelle, biologique. Hein, vous pouvez pas nier cette vérité biologique. Hein. Il y a d'ailleurs un adage juridique qui nous vient du droit romain, mater semper certa est, c'est-à-dire la mère est toujours certaine. Oui, voilà, quand on assiste à un accouchement, on sait que la mère de l'enfant est vraiment celle qui a accouché. La filiation paternelle, elle, donc la filiation maternelle se fait au regard de l'aspect charnel, si vous voulez, ou éventuellement de l'adoption, mais la filiation paternelle, elle va se faire soit au regard de la présomption maritale de paternité, c'est-à-dire que c'est le père de la dame qui accouche qui va être considéré comme l'enfant, il est présumé être le père de cet enfant, donc la présomption de paternité, soit par ce qu'on appelle la reconnaissance de paternité, c'est-à-dire que vous allez en mairie reconnaître votre enfant, bref, par une démarche du père qui considère qu'il s'agit bien de son enfant. S'il y a contestation de la paternité, c'est-à-dire contestation soit de la reconnaissance de paternité, soit de la présomption de paternité, eh bien il y a des moyens tout simples, hein, grâce à la science, il y a des moyens de savoir qui est véritablement le père, ou de savoir si la personne qui s'est déclarée être le père est le père ou ne l'est pas. C'est au fond revenir à la vérité biologique. Et en fait, toute la colonne vertébrale de notre législation et d'une partie de notre code civil repose sur cette vérité biologique. C'est-à-dire sur le fait que, en dernier recours, bon, pour la mère, on sait toujours que c'est elle, mais en dernier recours, il y a toujours moyen d'arriver à la vérité biologique, qui est en fait une vérité qui s'appuie sur la réalité. Voilà. Et on voit, on verra encore plus dans les quelques minutes qui nous restent, que, au fond, notre monde repose sur cette opposition, cette ambivalence, cette dichotomie, cette inadéquation entre le réalisme et l'idéalisme. Alors, avec l'AMP telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire réservée aux couples hétérosexuels atteints de pathologies médicales, eh bien la filiation incontestable, c'est celle du père, tout simplement parce que la pratique médicale de la PMA révèle en elle-même la vérité biologique par les donneurs de gamètes. Voilà. Avec la PMA pour les couples de femmes, eh bien l'incontestabilité de cette filiation, elle n'est plus possible, évidemment. Parce que vous prenez des gamètes de deux femmes, bah, ça ne fera jamais un enfant. Hein. Vous aurez beau mettre ça au micro-ondes, secouer dans tous les sens, ça ne fera absolument pas d'enfant. Voilà. Donc la filiation, au regard de la vérité biologique qui est cette colonne vertébrale du Code civil, comme je vous le disais, eh bien cette filiation, elle n'est plus incontestable. Alors les députés et les sénateurs, eh bien, sur cet établissement de la filiation, c'est-à-dire le fait d'assurer à un enfant des parents qui seraient des parents selon une vérité biologique, selon la vérité biologique, eh bien, les députés et les sénateurs ne sont absolument pas d'accord sur les modalités d'établissement de cette nouvelle filiation. Et peu importe là que les textes aient été votés en seconde lecture, en première lecture, qu'il y ait contestation, on va voir que, à mon avis, pendant les débats de la commission mixte paritaire, il va y avoir de gros débats sur cette question-là parce que les députés ont voté une chose, le Sénat a voté le contraire, les députés sont revenus sur leur premier vote, sont revenus sur le vote du Sénat pour rétablir ce qu'ils avaient voté en première lecture, et le Sénat a balayé une nouvelle fois les prétentions des députés. Je vais expliquer ce qu'elles sont. Les députés souhaitent que le lien de filiation soit établi à l'égard des deux femmes du couple homosexuel par une reconnaissance conjointe devant notaire, avec un recours à un don de gamètes, c'est-à-dire que les deux femmes vont devant le notaire et disent voilà, nous allons faire des dons de gamètes et nous allons faire une PMA. Donc nous nous déclarons comme les futures mères de l'enfant qui n'est pas encore créé. Donc nous déclarons futures mères. Alors, évidemment, il y a plusieurs inconvénients et contradictions à cela. J'en soulignerai deux. Tout d'abord, une petite confusion juridique, ça va peut-être intéresser les juristes, mais il y a une confusion sémantique, c'est-à-dire que les députés souhaitent que ce soit le terme de reconnaissance qui soit établi. Or, la reconnaissance de paternité, telle qu'on entend reconnaissance dans la loi, c'est une reconnaissance qui s'appuie sur la vérité biologique, parce que la vérité biologique peut être le dernier recours
pour s'assurer de la véritable paternité. Là, la reconnaissance volontaire des deux femmes devant notaire, eh bien, jamais vous n'assurez une vérité biologique. Donc, si vous voulez, il aurait fallu changer le terme, peut-être remplacer, je ne sais pas, par déclaration ou autre chose. Le second inconvénient, qui est à mon avis le plus important, qui n'intéresse pas là que le juriste, c'est que la filiation est établie à l'égard des deux femmes devant notaire par cette fameuse reconnaissance conjointe. C'est-à-dire que la femme qui va porter l'enfant et accoucher de l'enfant n'est pas considérée comme mère parce qu'elle a porté l'enfant et qu'elle a accouché de l'enfant, mais elle est considérée comme mère parce qu'elle a fait une déclaration devant notaire. Donc, la femme qui accouche, elle n'est pas considérée comme mère, et elle l'est uniquement sur le papier, et à égalité avec l'autre femme qui, elle, n'aura pas, au final, vécu cette maternité. Donc, on écarte totalement la vérité biologique, et on écarte totalement la vérité de la maternité. Voilà, la vérité de l'accouchement, la vérité médicale, la vérité de cette nature de la femme qui devient mère. Donc les deux mères, si vous voulez, par cette idée de reconnaissance, sont totalement égales devant l'enfant, avec cette négation de la réalité de la maternité. Et donc cette maternité, elle n'est plus une réalité physique, biologique, elle devient ce que l'on appelle une maternité d'intention. Je veux donc c'est, si vous voulez. Voilà. Il y aurait tout un historique du volontarisme à faire depuis le XIIIe siècle, mais c'est pas pour rien qu'on en est là, en fait. Alors, face aux députés, les sénateurs, eux, veulent tout simplement que la filiation de l'enfant à l'égard de la femme qui accouche soit établie comme pour toutes les autres femmes, c'est-à-dire, au final, par effet de la loi, donc par déclaration dans l'acte de naissance, hein, ou reconnaissance de la femme, bref, au regard de la maternité réelle de la femme, et la filiation à l'égard de la seconde femme de ce couple homosexuel serait établie par la voie de l'adoption. D'accord ? Donc, si vous voulez, le consentement à l'AMP par la mère qui accouche vaudrait consentement à l'adoption par l'autre femme du couple, d'accord, qui s'engagerait, sous peine de voir sa responsabilité engagée, qui s'engagerait à adopter dans un second temps l'enfant. Alors, ça pose évidemment des problèmes anthropologiques, ça pose beaucoup de problèmes éthiques, mais avec cette solution-là, je ne vais pas dire que c'est le moindre mal, mais avec cette solution-là, on ne bouleverserait pas, au moins, la vérité biologique de la maternité. Donc vous avez deux camps qui s'affrontent. La question n'est pas tranchée sur cet élément-là. Gageons que la commission mixte paritaire ne tranche pas en faveur de la première proposition, de celle des députés, parce que ça serait évidemment un obstacle supplémentaire à la vérité. Mais ce qu'on observe, pour terminer sur cette question-là, c'est que à partir du moment où la maternité n'est plus considérée comme une réalité, où elle est une maternité d'idées, une maternité de volonté, une maternité d'intention, qui ne s'appuie que sur cette volonté et sur l'idée de reconnaissance, eh bien, ça signifie ou ça entraîne le fait qu'une mère enceinte peut ne pas être une mère. Puisque une mère enceinte peut ne pas vouloir être mère. Une mère enceinte peut ne pas être une mère d'intention. Une mère enceinte peut ne pas être une mère qui est dans l'idée de la maternité. Si la maternité, évidemment, ne se résume qu'à l'intention, qu'au monde des idées, qu'à la volonté. Donc on peut en arriver à une négation de la vérité biologique, à une négation de la maternité de cette mère qui est enceinte. Or, si on nie la maternité de la mère qui est enceinte, on peut considérer que l'enfant qu'elle porte ne lui appartient pas puisqu'elle n'en est pas la mère. Que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien parce qu'elle n'est pas la mère puisqu'elle ne le veut pas. Et c'est donc une ouverture supplémentaire à la GPA. Il y avait déjà la question de l'égalité, c'est-à-dire l'égalité prônée
au nom de la discrimination, enfin de l'absence de discrimination entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, l'égalité prônée par les couples d'hommes homosexuels qui disaient bah, si les femmes ont droit à la PMA, nous aussi nous avons droit d'avoir des enfants au regard de cette égalité, donc notre seul moyen, puisque nous ne pouvons pas porter des enfants, c'est la GPA. Donc il y a cette question de l'égalité et il y a cette question de la maternité d'intention qui évidemment, comme je vous le disais, est une deuxième justification des tenants de la GPA pour solliciter la GPA. Ça, c'était pour revenir sur certains propos de politiques ou de membres du Parlement qui disaient que oh, on fera la PMA pour être sympa, mais jamais on ira jusqu'à la GPA. L'un ne va pas sans l'autre, vous le voyez au regard de cette idée de la maternité d'intention. Voilà. Je m'arrêterai là en vous remerciant de votre attention, en remerciant Don Grégoire pour son invitation. Et je crois qu'il y a des questions. Alors, donc c'est le temps des questions, si je peux y répondre évidemment. Je n'en ai pas encore qui sont arrivés par là, par les commentaires, mais j'en ai qui m'ont été envoyés par des gens qui sans doute veulent rester anonymes. Il y a une question qui demande est-ce que vous pouvez réexpliquer, enfin, en 2 mots, le jeu entre Assemblée, Sénat et Commission mixte paritaire. D'accord. Le processus. Le processus. Alors, le texte de loi est d'abord voté par les députés qui appartiennent à l'Assemblée nationale. Vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment ce qu'on appelle le Parlement. Donc l'Assemblée nationale est composée des députés, c'est eux qui votent d'abord le texte de loi. Donc il étudie, il travaille, il vote des amendements qui sont des compléments aux articles ou des ajouts d'articles. Et c'est une fois que le texte est voté par les députés, donc par l'Assemblée nationale, il passe au Sénat, donc à la deuxième chambre du Parlement. Le Sénat va lui voter, enfin étudier ce texte, refuser une partie de ce texte, le compléter, etc. Il va voter, une fois qu'il a travaillé, sa version de ce texte, qui va rebasculer à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle la deuxième lecture. Alors, évidemment, si le texte qui est proposé par l'Assemblée nationale au Sénat est voté tel quel par le Sénat, ça ne revient pas à l'Assemblée nationale. Hein. Une fois que l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord, il n'y a besoin que d'un vote. Mais là, en l'espèce, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, quand l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas du même bord, ou sur des questions très clivantes comme la loi de bioéthique, il y a souvent 2 lectures. Donc le texte va du Sénat, revient vers l'Assemblée nationale, qui refait un travail, revote le texte en seconde lecture, ça passe à nouveau devant le Sénat va revoter le texte, d'accord, va le remodifier, etc. Et bon, on ne va pas faire des échanges comme ça 50 fois d'affilée, donc au bout de 2 lectures par l'Assemblée nationale et 2 lectures par le Sénat, eh bien, on va créer une commission mixte paritaire, c'est-à-dire une commission créée à partir de certains députés et de certains sénateurs qui vont se regrouper et qui vont transiger pour tenter de pondre un texte, de réaliser un texte qui soit, on va dire, en partie conforme aux volontés des députés et en partie conforme aux volontés des sénateurs. Après, tout dépend de la commission mixte paritaire qui sera établie parce que on sait que ça ne comportera pas la totalité des sénateurs ni la totalité des députés, évidemment, c'est un nombre restreint. Donc tout dépend de la composition de cette CMP. Tout à l'heure, j'ai regardé, la composition n'était pas encore donnée, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle va tomber. Une autre question qui est posée ici, c'était dans quelle mesure une telle loi, que vous avez qualifiée de révolutionnaire, est-elle révisable par la suite? Y a-t-il dans une telle loi des points de non-retour? Alors non, tout est révisable. Tout est révisable, hein, il suffit de lois subséquentes. Alors ça sera, je pense, nécessairement au cours d'une révision des lois de bioéthique que l'on pourra revenir en arrière. Donc si vous voulez, quand une loi de bioéthique avance sur un point, ou qu'on considère que c'est une avancée, même si c'est parfois moralement ou éthiquement un recul, il y a toujours possibilité de revenir lors du réexamen des lois, d'où cette nécessité de la révision, de revenir en arrière sur ces questions-là. En dehors
le modèle français est tellement bien en fait, ficelé et global, si vous voulez, que toutes ces questions de bioéthique, elles sont la plupart du temps traitées au sein de ces lois-là. Donc revenir en dehors d'une révision de ces lois de bioéthique sur une loi de bioéthique, ça me paraît un peu complexe. Oui, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais voilà, il faudra attendre quelques années pour revenir dessus si c'est envisageable. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui soient arrivées pendant le. Soit le conférencier a été extrêmement clair, soit tout le monde dort. C'est possible.